Donc, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aux clauses illégales dans les contrats publics. Alors, si les juridictions administratives se sont référées à diverses reprises au principe de liberté contractuelle des personnes publiques, cela ne signifie pas pour autant que les parties au contrat peuvent insérer n'importe quelle clause. Ainsi, le juge administratif a eu l'occasion de déclarer illégales des clauses contractuelles ou réglementaires contenues dans des marchés publics, des délégations de services publics ou des contrats d'occupation du domaine public. Quelles sont les clauses prohibées ou tout du moins déconseillées? Les clauses illégales entraînent-elles nécessairement la nullité des contrats? Est-il prudent pour les pouvoirs adjudicateurs d'insérer des clauses Molière dans les marchés publics? Dans le cadre de ce webinaire, et afin de prévenir d'éventuels litiges, Rachel Cattier et Nicolas Namias, avocats au sein du cabinet Aden, vont déterminer, en s'appuyant sur la jurisprudence, quelles sont les clauses qu'il est préférable de ne pas intégrer dans les contrats publics. Alors avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet questions. Donc Maître Namias, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va donc se partager, Rachel Cattier et moi-même, la parole pendant ce webinaire qui est orienté autour de 5 items qui viennent d'être évoqués, mais que je rappelle brièvement. D'abord, on va parler de l'impact de la clause illégale sur le contrat. Ensuite, on va évoquer les clauses dont l'illégalité entraîne l'annulation du contrat. On va s'interroger sur les clauses dont l'illégalité, elle, n'entraîne pas l'annulation du contrat. On fera ensuite un focus sur les clauses qu'on a appelées les clauses Molière ou les clauses d'interprétariat, qui ont fait couler pas mal d'encre ces derniers temps et qui ont donné lieu à des jurisprudences qui ont permis de dessiner un peu l'avenir. Et puis enfin, on s'arrêtera sur ce que sont les clauses réglementaires. Alors, d'abord, sur le premier point, quel est l'impact d'une clause illégale sur le contrat? Il y a évidemment un premier point qui est essentiel, c'est cette clause est-elle divisible du contrat? Le juge administratif nous rappelle d'abord que cette question de la nullité du contrat, de la divisibilité et du coup de la divisibilité de la clause, est une question d'ordre public. Et ensuite, il nous indique, notamment dans un arrêt de 2007, Société Sogepar, qui est mentionné dans la présentation, que lorsqu'il constate la nullité de certaines stipulations du contrat, il appartient au juge de s'interroger le cas échéant d'office sur le point de savoir si ces stipulations sont ou non divisibles du contrat, afin de déterminer si leur nullité entraîne ou non celle de l'ensemble du contrat. L'appréciation de l'impact de l'illicéité de la clause se fait donc au cas par cas. Et les questions que se pose successivement le juge, c'est la clause en question a-t-elle été déterminante dans la formation du contrat? Si elle a été déterminante, il va sans dire qu'on aura tendance à considérer qu'elle n'est pas divisible et qu'elle ressurgit sur l'intégralité du contrat. La clause touche-t-elle un élément essentiel du contrat, son objet, la rémunération du co-contractant, ou un sujet accessoire ou annexe? Évidemment, si elle touche un élément essentiel, le contrat dans son ensemble, a priori, sera affecté, alors que si elle touche un élément accessoire, il ne le sera sans doute pas. Et enfin, le juge se réfère également à la volonté des parties et vérifie si le contrat prévoit explicitement ou non que certaines clauses sont divisibles. On voit en effet dans les contrats parfois des indications qui prévoient que une clause est divisible ou au contraire qu'elle ne l'est pas. Si la clause est divisible, elle n'a pas d'incidence sur la validité du contrat. Elle peut être supprimée par le juge des référés précontractuels, qui peut évidemment également annuler l'intégralité de la procédure de mise en concurrence. Et le juge du fond, lorsqu'il est amené à se prononcer sur un contrat dans le cadre duquel il constate une difficulté relative à une clause, va régler le litige s'il considère que la clause est divisible mais qu'elle est illégale, sans appliquer cette clause. Si la clause n'est pas divisible du contrat, le juge doit analyser la portée de l'illégalité de la clause en question, et donc soit il va modifier le contrat dans un sens compatible avec l'illégalité retenue,
soit il va prononcer la résiliation du contrat, le cas échéant, avec un effet différé. Bon, ça, c'est les jurisprudences relativement récentes et plutôt classiques. Ou enfin, évidemment, il va annuler le contrat si celui-ci a un contenu illicite ou s'il est affecté par un vice du consentement. Je passe la parole à Rachel pour le deuxième point. Bonjour. Je vais du coup prendre la parole, je prends la suite de Nicolas pour du coup aborder divers types d'exemples de clauses, soit qui ont entraîné l'annulation du contrat, soit au contraire qui n'ont pas affecté le contrat dans son ensemble, pour qu'on puisse un peu mieux évaluer les incidences d'une clause sur la régularité d'un contrat. Et donc on va commencer par passer en revue des exemples de clauses dont l'inégalité a entraîné l'annulation du contrat, qui ont affecté du coup son ensemble. Le premier type de clause dont on voulait vous parler, c'est des clauses qui accordent un droit que la personne publique n'est pas compétente pour accorder. C'est vrai que du coup les questions de compétence sont toujours d'ordre public pour le juge administratif, donc on sait qu'il n'y a pas besoin pour les parties de poser la question pour que le juge administratif s'en saisisse. Et donc c'est un sujet sur lequel il faut évidemment être vigilant. Et le sujet s'est posé au travers d'une jurisprudence assez intéressante qui a été rendue en juillet 2007 par la CA de Bordeaux, un arrêt Société Philippe Védio Publicité, en matière de mobilier urbain, qui sont des marchés assez classiques qu'on connaît depuis quelques années maintenant, par lesquels les collectivités autorisent l'occupation du domaine public dont elles assurent la gestion par un prestataire qui installe gratuitement du mobilier urbain, enfin gratuitement c'est un grand mot puisque il installe le mobilier urbain en contrepartie du droit d'exploiter ce mobilier à des fins publicitaires. Du coup, c'est des communes d'Essines et de Bègles qui avaient eu recours à ce montage pour s'équiper en mobilier urbain, sauf qu'elles avaient autorisé l'occupation de ce mobilier urbain sur le domaine public de la communauté urbaine de Bordeaux et non pas sur le leur. Alors du coup, le contrat prévoyait que le prestataire devait solliciter l'autorisation de la CUB pour occuper ce domaine public, mais effectivement, du coup, ce n'était pas le leur et surtout, elle n'était pas compétente pour autoriser le prestataire à exploiter ce mobilier urbain puisque ce mobilier urbain n'était pas installé sur leur propre domaine public. Donc le juge administratif constate que seule la communauté urbaine de Bordeaux pouvait autoriser cette exploitation commerciale sur son domaine public et donc les communes n'étaient pas compétentes pour accorder ce droit. Et là, évidemment, du coup, on voit à quel point cette clause est essentielle pour le montage dans son ensemble, puisque du coup, le prestataire n'avait plus de source de revenus accordée par une autorité compétente pour ce faire. Donc là, c'est l'ensemble du marché qui présente un contenu illicite. Et donc, le contrat a été annulé dans son ensemble par la CAA de Bordeaux. Un autre exemple de clause qui a entraîné l'annulation de tout le marché, de tout le contrat, c'est une clause qui accorde une rémunération à laquelle le co-contractant ne peut pas prétendre en raison des règles de financement des services publics, notamment industriels et commerciaux, qui s'appliquent. Cette jurisprudence date de décembre 2016. On vous l'a sélectionnée parce qu'elle est assez intéressante elle met en œuvre en pratique, c'est la première à notre connaissance qui met en œuvre en pratique l'interdiction de subventionner un service public industriel et commercial et du coup les obligations d'équilibre qui sont énoncées par l'article L2224-2 du CGCT et du coup qui interdit les subventions accordées à un SPIC sauf s'il s'agit de compenser des sujétions de services publics. C'est le principe d'équilibre qui est énoncé en vue d'organiser les interventions des collectivités locales dans des conditions équivalentes à celles des opérateurs privés. Et donc dans cette espèce, la CA de Marseille avait à connaître d'une délégation de service public en matière d'eau, dans laquelle du coup une subvention avait été consentie, alors qu'elle n'avait pas pour contrepartie des suggestions ou des contraintes particulières d'exploitation qui auraient été assignées aux délégataires de services publics. Et donc, du coup, les parties soutenaient que la subvention avait pour objet de maîtriser le niveau des tarifs appliqués aux usagers. Ce n'est pas un motif suffisant au vu de l'article L2224-2 du CGCT. Il faut vraiment isoler très précisément les suggestions de services publics que cette subvention a vocation à compenser. Ce n'était pas le cas ici. Donc, du coup, la CA de Marseille a considéré que la subvention ne respectait pas les conditions du Code général des collectivités territoriales.
Et dans cette espèce, la dernière étape du raisonnement de la Cour, c'est de considérer que cette subvention, l'illégalité de cette subvention va affecter l'équilibre économique entier du contrat, sans toutefois lui donner un contenu illicite ou constituer un vice de consentement. Donc, il n'y a pas d'annulation, mais par contre, le contrat est résilié. Pour l'avenir, son exécution ne peut pas être poursuivie dans ces conditions. Alors, les derniers exemples de clauses qui vont affecter le contrat dans son intégralité, ce sont les clauses qui confient au co-contractant des missions qui ne peuvent pas lui être confiées. Alors, on a plusieurs types de missions qui ne peuvent pas être confiées au co-contractant et qui, du coup, vont altérer la régularité du marché. D'abord, les contrats qui confient au co-contractant l'exercice de pouvoirs de police sont régulièrement jugés irrégulières et entachant le contrat dans son entier d'irrégularité. On a l'exemple de la police du stationnement dans Sogéparc. Donc effectivement, c'est un pouvoir de police qui doit absolument être conservé, dont l'exercice doit absolument être conservé par la personne publique, qui ne peut pas du coup le confier au contractant privé. Une autre type de clause qui confie des missions qui ne peuvent pas être confiées aux contractants, c'est le cas d'un marché qui confierait des prestations à un titulaire qui n'est pas habilité à les exercer. C'est notamment le cas des prestations juridiques. On sait que du coup, sauf à ce qu'elles soient exercées par un avocat, les prestations juridiques ne peuvent être exercées que par un opérateur qui dispose d'habilitation spécifique en la matière. Et du coup, en 2015, ça a conduit la CA de Lyon à censurer un marché qui avait confié des prestations juridiques à un opérateur qui n'était pas habilité pour les réaliser. Et donc là, le contenu même de la mission ne peut pas être confié au prestataire considéré, et du coup, c'est l'entier marché qui est régulier et qui est annulé pour ce motif. Également, on a pu constater que les clauses d'un contrat qui confiait au co-contractant privé le soin de percevoir des recettes publiques ont fait l'objet d'annulation et ont entraîné l'illégalité de l'entier contrat. Mais ce motif d'irrégularité n'est plus retenu actuellement puisque depuis 2014, la loi a autorisé les personnes publiques à confier à leurs co-contractants le soin de percevoir des recettes publiques après avis favorable du comptable public. Bon, il faut toutefois réserver le sujet si jamais, par exemple, le comptable public n'aurait pas été consulté, n'aurait pas donné son avis conforme à ce montage contractuel, la clause illégale pourrait affecter du coup la validité de l'entier contrat. Voilà, donc ça c'était des exemples de clauses qui vont affecter vraiment la validité de l'entier contrat. C'est plutôt rare. Généralement, l'illégalité de la clause va avoir des conséquences sur l'application de la clause, mais pas sur l'entier contrat. Alors, plusieurs exemples dans ce sens. D'abord, la clause qui fixe une date de prise d'effet du marché antérieure à sa signature. C'est du coup un arrêt un peu ancien d'il y a 2 ans, mais dont l'affaire a été complètement terminée récemment. Le premier sujet qui a été posé dans cette affaire, c'était un marché d'assurance. Et le marché d'assurance prévoyait un début de couverture d'assurance avant que le marché public d'assurance n'ait été notifié à la société AXA en l'espèce. Alors que l'article 79 du Code des marchés publics imposait la notification des marchés publics avant tout commencement d'exécution. Donc, la clause qui fixe une date de prise d'effet du marché antérieure à la signature et à la notification du marché est par nature illicite. Mais pour le Conseil d'État, cette illicéité de la clause n'a pas d'incidence sur le marché. Et donc, il refuse de considérer que cette clause peut impacter la validité du contrat et donc écarter le contrat pour la résolution du litige qui opposait l'assureur à l'assuré. Donc, du coup, cette irrégularité n'aura pas d'incidence sur le contrat lui-même qui sera bien appliqué pour la résolution du litige.
Juste pour la parfaite information et pour la clarté de l'exposé, du coup, ce litige a été poursuivi ensuite parce que l'assureur invoquait un autre motif de nullité du marché d'assurance lié à une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui n'aurait pas averti l'assureur de modifications importantes du projet qui était assuré. Le Conseil d'État a rejeté ce motif factuellement, en estimant qu'il n'était pas constitué en l'espèce, et donc AXA est bien tenu de couvrir en assurance le syndicat qui était l'assuré en l'espèce. Un autre exemple de clauses dont la légalité va être affectée par une contradiction avec des dispositions, c'est des clauses de résiliation unilatérale. Et du coup, les clauses ne vont pas être appliquées, mais le contrat sera maintenu lui. Mais bon, le sujet oppose souvent juste les conditions de résiliation, donc ça a un impact quand même important sur les conditions de règlement du litige. Donc en l'espèce, c'était une décision de résiliation unilatérale, alors qu'une autorisation préalable est exigée par les textes du Code du commerce. Donc le sujet se posait pour un office public de l'habitat qui est soumis aux mêmes règles financières et comptables que les entreprises de commerce, et donc qui n'a pas le droit de résilier pour faute un marché de son commissaire aux comptes sans une décision préalable du tribunal de commerce. Et donc, le CCAG prestations intellectuelles, qui ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour les missions de commissaire aux comptes, s'appliquait sans prévoir l'obligation de saisir au préalable le tribunal de commerce. Donc, le Conseil d'État, en décembre 2007, là, a écarté l'application des articles 35.1 et 39.5 du CCAGPI parce qu'ils ne peuvent pas s'appliquer sans contredire l'article 823-7 du Code de commerce qui prescrit la décision préalable du tribunal de commerce. Et donc, du coup, ces articles-là ne peuvent pas trouver application pour régler le litige en l'espèce. Dans le même ordre d'idées, toutes les clauses qui prévoient une résiliation unilatérale d'un marché ou d'un contrat en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du titulaire, alors que le Code de commerce impose une mise en demeure préalable du liquidataire ou du mandataire de se prononcer sur la poursuite du contrat, ne pourront pas trouver application sans respecter cette mise en demeure préalable. Alors, toujours en matière de résiliation, on peut citer aussi le cas des clauses d'indemnisation manifestement disproportionnées que le juge, du coup, va totalement écarter de l'application du règlement d'un litige. On sait que l'interdiction qui est faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à ce que les stipulations d'un contrat prévoient une indemnité de résiliation qui serait au détriment de la personne publique manifestement disproportionnée par rapport au montant du préjudice subi par le cocontractant. Ça, c'est un principe ancien qui a été dégagé par un arrêt de 2011 déjà. Et donc, par conséquent, en cas de litige opposant les parties sur les conditions d'indemnisation d'un cocontractant, le juge va écarter une clause dont les modalités aboutissent à une indemnisation excessive du cocontractant, et applique du coup les principes généraux applicables à la résiliation des contrats administratifs. Donc, c'est-à-dire, on résilie pour motif d'intérêt général sous réserve de l'indemnisation du préjudice subi par le cocontractant, mais non pas selon les modalités spécifiques que la clause a pu prévoir. Donc ça, c'est un arrêt qui a été rendu en mars 2017, Société Viscom. Donc on retombe sur les principes généraux applicables aux contrats administratifs, et donc on écarte l'application de la clause. Alors ce sujet des clauses indemnitaires n'est pas sans poser, du traitement des clauses indemnitaires n'est pas sans poser de difficultés, notamment on peut penser au sujet des contrats de concession et des marchés de partenariat. On a retenu que dans la réforme de la commande publique qui est intervenue, les textes ont réservé un traitement particulier des clauses indemnitaires prévues en cas de résiliation des contrats de concession et des marchés de partenariat, puisque du coup ces clauses sont expressément considérées comme divisibles des contrats en cas d'annulation de ces contrats. C'est un mécanisme qui a vocation à sécuriser les financeurs en leur assurant que les clauses en question continueront d'être appliquées même en cas d'annulation des contrats. Mais si ces clauses
aboutissent elles-mêmes à une indemnisation manifestement disproportionnée du cocontractant au détriment de la personne publique, on peut envisager que ces clauses soient tout de même écartées de leur application par le juge, malgré ces dispositions prévues par les textes sur la divisibilité seulement de ces clauses. Bon, pour l'instant, il n'y a aucune jurisprudence en ce sens, mais on peut anticiper que ces argumentaires seront soulevés par les entreprises ou par les personnes publiques, surtout d'ailleurs en cas de difficulté. Alors, sur les clauses d'autres clauses qui ne vont pas aboutir à l'irrégularité de tout le contrat, mais qui vont affecter sa durée, c'est des clauses qui aboutissent à excéder la durée d'un contrat qui est limité par la loi. Du coup, dans cette hypothèse-là, le juge va analyser l'incidence de la clause illicite sur le contrat en réservant la durée du contrat à la seule durée autorisée par la loi finalement. Donc c'est l'arrêt d'Olivet qui a posé le principe. Donc les clauses d'une délégation de service public qui aurait pour effet de permettre son exécution pour une durée excédant la durée maximale autorisée par la loi ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte. Donc là, le mécanisme, c'est d'aller jusqu'à la durée permise par la loi, et puis ensuite, du coup, la clause ne peut plus être appliquée. Donc le contrat n'est pas annulé, mais il doit prendre fin à partir du moment où sa durée atteint le temps maximal autorisé par la loi. Et la question va se poser notamment on peut noter un sujet qui va arriver, c'est le sujet des conventions d'occupation du domaine public conclues en vue d'une exploitation économique, puisque celles qui sont délivrées depuis le 1er juillet 2017 sont astreintes à une limitation de leur durée dans le temps, à la durée normale d'amortissement des investissements de l'occupant du domaine public. Et donc ça veut dire que pour les contrats en cours, conclus avant le 1er juillet 2017, certaines conventions d'occupation de domaine public ont pu être conclues sans limitation de durée. On aura un sujet sur la compatibilité de ces conventions avec les nouvelles dispositions des textes. Encore en matière de durée, le sujet des clauses de tacite reconduction pose encore difficulté. Alors c'est pour les marchés qui vont être conclus avant 2011, puisque du coup depuis 2011, les clauses de tacite reconduction dans les marchés publics sont régulières, donc le sujet ne se pose plus. Mais pour les marchés qui ont été conclus avant 2011, les clauses de tacite reconduction restent illégales, et donc c'est la période de reconduction qui va être considérée comme un nouveau contrat conclu sans publicité ni mise en concurrence de manière irrégulière. Et du coup, le juge va traiter le sujet d'une manière un peu particulière, puisque le fait que le marché soit passé sans mise en concurrence ne constitue plus une irrégularité d'une gravité telle qu'elle empêche de régler un litige entre parties sur le terrain contractuel. Donc le marché ne va pas être annulé. Et si la personne publique décide d'interrompre le marché avant le terme prévu par la tacite reconduction, le contractant a alors droit à une indemnité fondée sur le contrat. Donc on considère bien que même si la période de reconduction est irrégulière, le contrat finalement reste valide et donc son interruption reste réglée sur le fondement du contrat. Du coup, ce sont des arrêts qui ont été rendus en avril 2014 et en juillet 2014 par les CA de Marseille et de Paris, qui n'ont pas eu l'air d'être contredites par le Conseil d'État qui, en 2015, a aussi considéré que même si une clause de tacite reconduction est irrégulière, on continue de faire application du contrat pour régler le litige entre les parties. Mais dernièrement, le Conseil d'État a quand même considéré que lorsque le contrat prévoit une indemnisation spécifique liée à un défaut de reconduction tacite alors que cette reconduction est illégale, le juge estime que la clause d'indemnisation est illégale et ne doit pas s'appliquer. C'est l'arrêt du 17 octobre 2016, commune de Villeneuve-le-Roi, qui a été rendu en octobre 2016, donc, et qui du coup qui est un petit peu difficile à articuler avec les arrêts précédents, puisqu'on a l'impression qu'il est préférable d'attendre l'expiration d'un contrat, du coup de la décision de ne pas le reconduire, plutôt que de le résilier, puisque du coup si on attend le défaut de reconduction
alors que du coup la reconduction est illégale, on estime qu'il n'y a pas de clause indemnitaire qui s'appliquerait, alors qu'au contraire, si on interrompt le contrat avant le terme prévu par la reconduction, du coup on est tenu d'indemniser le co-contractant sur le fondement du contrat, donc du coup avec une indemnisation. Donc là, il y a une espèce de hiatus d'application entre les deux jurisprudences. Je rends la parole à Nicolas pour le sujet des clauses molières. Merci Rachel. Le sujet des clauses molières, c'est un sujet d'actualité 2017, mais qui va continuer probablement d'occuper un petit peu de place en 2018, parce que au début de l'année 2017, un certain nombre de collectivités se sont émues de ce qu'un très grand nombre de travailleurs détachés intervenaient dans le cadre de marchés lancés par des personnes publiques françaises, et notamment des marchés de travaux. Elles s'en sont émues et elles ont du coup intégré à leur contrat et à leur mise en concurrence des dispositifs qui, pour les uns, imposaient des conditions d'exécution particulières et pour les autres avaient pour objectif affirmé et franc de limiter, voire de supprimer complètement le recours à des travailleurs détachés dans le cadre de marchés de travaux publics ou dans le cadre de marchés publics en général. On a donc eu un discours politique qui, en fonction des élus, était à peu près similaire, mais des mises en œuvre qui ont été pour le coup assez différentes. Certaines collectivités ayant décidé de mettre en œuvre leur discours de façon assumée et un peu frontale, et d'autres en revanche ayant décidé d'une mise en œuvre un peu plus raisonnée, et on va voir que la suite leur donne raison. Face à ce mouvement d'opinion de certains élus français, on a eu une réaction gouvernementale avec la parution et la diffusion d'une instruction interministérielle qui a été adressée par plusieurs ministres, dont le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, le ministre de l'aménagement du territoire et le ministre de l'Intérieur. Elle était donc quand même assez importante, à l'ensemble des préfets, leur demandant de déférer les clauses dites Molières. Cette instruction interministérielle, elle est assez intéressante. Elle rappelle un certain nombre de principes et ensuite elle tentait d'en tirer les conséquences, ce qu'a fait le juge administratif en pratique entre juillet et décembre 2017. Alors qu'est-ce que rappelait cette instruction? Elle rappelait qu'il n'était pas possible de limiter l'emploi des travailleurs détachés. En fait, l'emploi des travailleurs détachés en France est réglementé, encadré, et les employeurs doivent se contraindre à respecter un certain nombre de droits des travailleurs détachés, mais en revanche, le recours au travail détaché, en principe, est permis. Et donc la circulaire rappelait assez logiquement que toute forme de discrimination destinée à interdire le recours aux travailleurs détachés était interdit. Et elle rappelait ensuite que, en effet, les employeurs et les travailleurs détachés avaient droit au respect d'un noyau dur de droits qui était protégé à la fois par le droit français et par le droit communautaire, parmi lesquels la durée du travail, le salaire minimum, y compris la majoration des heures supplémentaires, les accessoires du salaire et toutes les questions qui étaient liées à la santé et à la sécurité du travail. Cette instruction, elle rappelait également que ce noyau dur devait faire l'objet d'un devoir de vigilance de la part du maître d'ouvrage qui ne peut pas se contenter de laisser son contractant exécuter le marché sans s'en préoccuper, mais qui doit vérifier que ce noyau dur est bien respecté et que par conséquent, les travailleurs détachés auxquels il a recours ont bien un accès au droit qui est le leur. L'instruction ensuite faisait un petit focus sur la clause Molière, celle qu'il appelait la clause Molière, en rappelant que le Code du travail n'impose pas l'obligation de parler ou de comprendre le français à l'égard des ressortissants de l'Union européenne ou des étrangers qui ne s'installent pas durablement en France, et donc ça concernait les travailleurs détachés. Et donc sur la base de ces rappels, l'instruction proposait au préfet de déférer les clauses qui étaient susceptibles de poser problème, et cette situation-là, elle s'est produite deux fois. Une fois avec les marchés passés par la région Pays de la Loire,
et une fois avec les marchés passés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, commençons, même si chronologiquement c'est pas tout à fait juste, par la décision qui a été rendue à propos des marchés de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que j'ai envie de dire, c'est la solution la plus frontale qui avait été adoptée par la région. On avait là une modification qui avait été validée par l'Assemblée délibérante de la région, du CCAP, des marchés de travaux en particulier, et qui affirmait de façon totalement expresse qu'ils entendaient limiter le recours au travail détaché. On lit dans le jugement rendu, dans la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon, qui date de décembre 2017, que des mesures concrètes ont été prises afin de combattre efficacement le recours au travail détaché sur les chantiers de la région. Et donc, face à cette situation contractuelle, le tribunal administratif de Lyon, assez logiquement, rappelle les principes qui figuraient dans l'instruction interministérielle, mais qui sont issus de la loi et des traités internationaux, notamment communautaires, en particulier communautaires, et rappelle donc que ce type de prohibition est interdit et que l'accès des travailleurs détachés sur le marché du travail français est possible. Et donc, il annule. Il annule en fait une quinzaine de jours après la décision rendue par le Conseil d'État sur les marchés passés par la région Pays de la Loire, qui avait dessiné les grandes lignes de ce que devait être l'analyse de ces clauses. Alors, dans le cadre des marchés de la région Pays de la Loire, on n'avait pas tout à fait affaire à une clause Molière, mais plutôt à quelque chose qu'on a appelé la clause d'interprétariat, et dont l'objet était sensiblement différent de celui affirmé dans les marchés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, la région Pays de la Loire avait imposé dans le cadre de ces marchés deux types d'obligations. Et la première, c'était qu'il avait inclus dans ces marchés une clause relative à une information sur les droits sociaux. L'idée était de dire que les travailleurs détachés avaient droit au bénéfice du noyau dur que j'ai évoqué précédemment et qui est rappelé dans l'instruction interministérielle, et que par conséquent, il pouvait être nécessaire, dans le cadre de l'exécution du marché, d'avoir recours à un interprète pour pouvoir expliquer de façon très claire à ces travailleurs détachés, et dans une langue qu'ils comprennent, puisqu'ils ne sont pas tenus de parler français, d'avoir recours à un interprète. Le Conseil d'État considère que cette clause est légale parce que elle ne limite pas l'accès au marché des entreprises étrangères, qu'elle s'applique à toutes les entreprises, qu'elles soient françaises ou étrangères, et que, par ailleurs, elles ont effectivement pour objet et pour effet d'apporter une information sur leurs droits sociaux à des travailleurs qui ne parlent pas nécessairement le français. Et donc le Conseil d'État dit ça n'est pas une entrave à la libre circulation des travailleurs et ça n'est pas non plus discriminatoire. La seconde clause qu'on trouvait dans ces contrats, c'était une clause relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. C'est-à-dire que la région avait prévu que lorsque des ouvriers ou des personnes intervenant sur des chantiers allaient devoir accomplir des missions qui mettaient en cause potentiellement leur sécurité ou la santé, ils devaient être avertis de façon très claire et compréhensible pour eux des dangers qu'ils encouraient ou des précautions qu'ils devaient prendre. Et donc, le contrat prévoyait qu'une formation soit dispensée aux travailleurs du chantier, qu'ils soient d'ailleurs détachés ou non, et que cette formation leur soit compréhensible, et par conséquent, prévoyait que le cas échéant, il était nécessaire là aussi de faire intervenir un interprète pour que ces travailleurs puissent garantir leur propre sécurité et leur propre santé au travail. Donc, finalement, le Conseil d'État valide, avec cette grille de lecture, la clause d'interprétariat de la région Pays de la Loire, en rappelant qu'elle poursuit un objectif d'intérêt général,
que la mesure permet d'atteindre cet objectif et qu'elle est proportionnée à l'atteinte de l'objectif, contrairement par exemple à celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui prévoyait des contraintes assez fortes pour les entreprises si jamais elles ne respectaient pas l'obligation de ne pas avoir recours à des employés détachés. Aujourd'hui donc, il est assez clair que si on suit la grille de lecture du Conseil d'État, on peut avoir dans les contrats des clauses qui imposent un certain nombre de contraintes en matière d'usage de la langue française ou en tout cas de compréhensibilité des règles qui s'imposent ou auxquelles ont droit les travailleurs. On peut penser aussi que, évidemment, ce type de clause pourrait s'appliquer à d'autres types de contrats et qu'il serait tout à fait légal pour une collectivité de prévoir que l'usage de la langue française est évidemment requis lorsque on a affaire à un marché de formation ou à des marchés de prestation de services qui nécessitent des échanges fréquents et courants avec les représentants de la collectivité. Voilà sur les clauses molières et je repasse la parole à Rachel. Je reprends la parole du coup pour aborder le dernier sujet, un sujet un peu spécifique puisque du coup il s'agit des clauses réglementaires. On sait que voilà, le contrat administratif, c'est à la fois de l'accord de volonté, mais c'est aussi du pouvoir de réglementer appartenant à la personne publique qui peut se traduire par les termes du contrat. Alors, les clauses réglementaires, elles ne sont pas définies par les textes, mais la doctrine retient qu'elles recouvrent les clauses donc intégrées dans un contrat, mais qui intéressent autant les parties que les tiers, c'est-à-dire que leur application a des conséquences directes pour ces tiers. Les termes de ces clauses pourraient en fait être adoptés par des actes unilatéraux. Il a été décidé de les inscrire dans un contrat, mais on aurait pu les adopter par une délibération. Bon, l'exemple essentiel de la clause réglementaire, c'est la clause tarifaire. C'est-à-dire que les tarifs d'accès à un service public qui sont définis par le contrat sont en fait appliqués directement aux usagers, donc elles intéressent bien autant les parties que les tiers. On peut citer encore le sujet du règlement de service qui parfois est annexé au projet de contrat ou dont certaines stipulations sont même intégrées directement dans le corps du contrat. Donc le règlement du service qui va déterminer les conditions dans lesquelles les usagers peuvent avoir accès ou bénéficier du service ou l'utiliser va également avoir des impacts sur les usagers et c'est à ce titre-là qu'ils sont considérés comme des dispositions réglementaires. Alors, quel régime juridique spécifique parce que du coup ces clauses ont un effet plus large que celui de s'appliquer aux parties, elles vont avoir un statut particulier et notamment elles bénéficient d'une voie de recours particulière puisque le recours en excès de pouvoir est ouvert contre les clauses réglementaires d'un contrat. Et la redéfinition des voies contractuelles, enfin des voies de recours ouvertes contre le contrat n'a pas modifié cet état de fait puisque du coup l'arrêt département de Tarn-et-Garonne réserve expressément le sujet des clauses réglementaires d'un contrat qui peuvent toujours faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Donc on sera toujours dans un contentieux de la légalité objective et non pas un contentieux contractuel quand on discute de la régularité des clauses réglementaires. Et dernier point de ce statut particulier des clauses réglementaires, elles sont toujours par nature divisibles du contrat, précisément parce qu'elles doivent pouvoir faire l'objet d'un contentieux spécifique qui ne va pas nécessairement aboutir à l'irrégularité de tout le contrat, même si elles sont souvent particulièrement déterminantes dans l'application du contrat. Alors, on vous a sélectionné un exemple un peu parlant sur le sujet des conditions de définition des tarifs d'un service public. Donc, les tarifs des services publics industriels et commerciaux doivent trouver leur contrepartie directe dans le service rendu aux usagers, ce qui interdit aux personnes publiques d'intégrer dans ces tarifs, de faire peser sur le délégataire des dépenses étrangères au service public délégué qui vont aboutir forcément à ce que le délégataire répercute ces dépenses étrangères dans la construction des tarifs.
C'est un arrêt de 2009 Ville de Grenoble qui a eu à connaître d'une espèce qui contredisait ce principe, puisque alors là c'était une concession du service public de gaz et d'électricité, et le concessionnaire du service public de gaz et d'électricité s'était engagé à fournir gratuitement l'électricité et les investissements de GER au service de l'éclairage public de la ville. Du coup, ça voulait dire que les usagers gaz et électricité supportaient les dépenses conséquentes à la gratuité de l'électricité fournie à l'éclairage public de la ville. Donc, les tarifs étaient arrêtés en contradiction du principe qu'on vient de rappeler, et donc ils étaient irréguliers. Et donc, le Conseil d'État ne va pas annuler le contrat, mais il a fait injonction aux parties soit de modifier dans un délai déterminé les stipulations du contrat qui consistait à inclure dans le tarif prélevé sur les usagers de l'électricité et du gaz des charges étrangères au service public, soit, à défaut de modification des stipulations du contrat dans le délai qui était imparti aux parties, de résilier l'avenant qui avait fixé, qui avait intégré ces dépenses au tarif, et non pas l'entier contrat. Donc le contrat de délégation de service public restait en vigueur, mais par contre l'avenant et la définition des tarifs intégrant ces dépenses étrangères devaient être résiliés par les parties et ne pas être appliqués. Voilà pour le sujet des clauses réglementaires qui affectent d'une manière particulière les contrats. Je vous remercie, Maître Namias et Maître Cattier, pour cette présentation claire et synthétique. Alors, je vous demande quelques instants de patience. On va examiner, voir si des questions ont été posées donc, pendant cette intervention. Alors, on a une petite question qui intéresse la résiliation des marchés. Le sujet avait été abordé pour un OPH. Le sujet des marchés confiant des missions de commissariat aux comptes qui ne peuvent pas être résiliés sans décision préalable du tribunal de commerce. L'article 823-7 du Code de commerce prescrit cette autorisation préalable du tribunal de commerce seulement pour les missions des commissaires aux comptes. Leur statut particulier fait que la résiliation d'un tel marché pour faute est d'abord contrôlée par le tribunal de commerce, mais c'est effectivement seulement pour les missions de commissariat aux comptes. Alors une deuxième question qui nous est posée, c'est est-ce que les clauses d'indemnisation qui sont
du coup, qui prévoirait une indemnisation dérisoire ou nulle pour le co-contractant privé pourrait être considérée de la même façon irrégulière? La réponse est non. Le juge y a clairement répondu. En fait, donc le principe qui va aboutir à l'illégalité de ces clauses, c'est le principe applicable aux personnes publiques qui leur fait interdiction de consentir des libéralités, mais le juge estime que le même principe ne s'applique pas aux personnes privées, qui donc restent libres de renoncer à une indemnisation ou accepter une indemnisation qui soit très dérisoire par rapport au préjudice subi. Donc pour le juge administratif, il y a une vraie différence de traitement entre personnes publiques et co-contractants privés. Tu peux répondre peut-être, Nicolas? On a une question sur le point de savoir si le juge pourrait considérer comme illégale une clause qui prévoit des pénalités qui sont trop importantes pour le co-contractant. En fait, l'approche du juge administratif est un petit peu différente sur ce point, puisque, comme le juge judiciaire d'ailleurs, il a un pouvoir de modulation des pénalités, et donc plutôt que de dire que la clause est illégale et d'en écarter purement et simplement l'application, il va vérifier au cas par cas si le montant des pénalités est excessif, et le cas échéant, il va les réduire. Donc je vous remercie d'avoir assisté donc à ce webinaire consacré aux clauses illégales dans les contrats publics. Donc je vous donne rendez-vous dans les prochains mois pour de nouveaux rendez-vous experts. Je vous remercie.